trouver son identité et son style en tant qu'architecte et en tant que peintre. Tout d'abord, la 1re chose que j'aimerais dire, c'est que l'école, pour ceux qui ont fait des études, notamment, des études, d'architecture, des études, de peinture, de design et cetera. Il faut savoir que les études conditionnent, conditionnent énormément et à cause de ce conditionnement, cela empêche de trouver son identité, son style. Alors, le conseil que je vais donner à des étudiants, à des jeunes architectes, à des jeunes peintres, s'ils tombent sur cette vidéo, c'est justement de prendre du recul et d'assumer le fait que l'école, c'est justement un, un territoire d'expérimentation, c'est une expérience, mais en aucun cas l'école est un lieu, je pense, où on peut trouver son style. Pourquoi? Parce que le conditionnement est trop fort. Il est beaucoup trop fort et je pense qu'une personne jeune qui commence des études, notamment des études d'architecture, n'a pas la maturité, n'a pas le recul nécessaire pour, pour trouver son propre style. Donc moi, quand j'ai commencé mes études d'architecture, c'était quand même il y a fort longtemps, on va dire. Mais tout d'abord, je ne connaissais absolument rien à l'architecture. Et dans un deuxième temps, j'étais complètement submergé, j'étais complètement conditionné par ces études. Je ne savais pas qui j'étais en tant qu'architecte et en tant qu'artiste. Et donc, je ne faisais que suivre. Je ne faisais que suivre justement l'enseignant. Je suivais ses goûts et au final, quand tu fais des études d'architecture, la seule chose que tu veux, c'est avoir ton diplôme, c'est avoir une bonne note et donc tu vas te plier. Tu vas te plier, tu vas peut-être changer ton style, ton identité pour justement avoir cette bonne note et à la fin avoir ce diplôme. Et pour moi, c'est une forme, je dirais même de castration. Ça va te castrer, ça va t'endormir, ça va, te rendre complètement, je dirais, aveugle. Et si tu n'as pas cette conscience de trouver toi-même ton style, cette volonté, tu risques de ne jamais le trouver. Il y a, beaucoup, d'architectes, beaucoup de peintres qui, n'ont, jamais trouvé leur style. Quand je regarde, les portfolios, les catalogues de peintres, je remarque beaucoup de copies. Je remarque, des peintres qui essayent de faire, à la manière d'eux. Certains peintres, vont faire de la peinture abstraite, sans avoir aucun background, mais simplement parce qu'ils ont vu, d'autres, peintures abstraites et veulent faire la même chose, ne comprennent pas vraiment le processus qui a permis d'arriver à la peinture abstraite, notamment, je pense à en anglais, on dit abstract expressionism, l'expressionnisme abstrait. En architecture, moi-même, j'ai fait cette erreur, c'est-à-dire que comme tu n'as pas la culture nécessaire, le ba le background nécessaire, eh bien, tu vas faire de l'architecture moderne à la manière de, Le Corbusier et encore, c'est c'est un grand terme, mais tu vas faire de l'architecture, complètement, je dirais, j'appelle ça de l'architecture d'hôpital. C'est-à-dire une architecture abstraite, absolument, je dirais froide, sans aucune, référence en réalité artistique, simplement parce que,
tu as vu dans certains catalogues, dans certains magazines, ce genre d'architecture et tu te dis que c'est l'architecture moderne, que c'est ce qu'il faut faire alors qu'en fait c'est totalement obsolète. Ce que je trouve absolument aberrant aujourd'hui, c'est de voir qu'en 2025, des étudiants en école d'architecture, je dirais même des architectes, continuent de faire, du Bauhaus. C'est-à-dire continuent de faire, une architecture fonctionnaliste, épurée, blanche, comme dans les années, 30, alors que nous sommes pratiquement un siècle après. Et ça, c'est justement ce problème du conditionnement, architectural, du conditionnement artistique qui perdure et qui se transmet de génération en génération. Donc moi-même, je reviens sur mon expérience personnelle. Moi-même, j'ai, j'ai beaucoup souffert de ce conditionnement. À tel point que en sortant de l'école d'architecture, je ne savais absolument pas ce que j'étais en tant qu'architecte. Je ne savais pas mon style, je ne savais pas, voilà, j'étais perdu, absolument perdu. Et donc, j'ai pris une décision. Je me suis dit: «Écoute, j'ai l'impression que ces études m'ont complètement dégommé». Ensuite, j'étais, sous l'influence aussi d'un enseignant et donc, voilà, j'ai quand même, été endormi pendant un certain temps. Et donc j'ai pris une décision qui me semble être une des décisions les plus importantes et c'est le point numéro 2, ce que je conseille, de faire à tout étudiant en école d'architecture, à la sortie de son diplôme, à tout peintre, à tout artiste, à tout designer, c'est en fait de faire une autre discipline. Parce que quand tu commences une autre discipline artistique, tu es vierge, tu es libre, tu n'as plus de conditionnement, tu n'as plus, je dirais, ce poids au-dessus de toi. Et donc tu n'as pas le choix. Tu es obligé de créer avec ton propre style. Donc pour ma part, j'ai j'ai fait de la mode. J'ai fait de la mode parce que je n'y connaissais absolument rien dans la mode. Donc je n'avais pas de conditionnement, je ne savais pas ce qu'était la mode, je n'avais pas de référence dans la mode, je n'avais pas de designer, on va dire, que j'appréciais, je ne connaissais absolument rien. Et donc, je me suis mis dans une sorte de cadre où je ne vais pas aller chercher justement, tout de suite, des références, voilà. Il faut que je commence tout de suite comme si j'étais un enfant de 4 ans, comme un enfant de 4 ans qui va commencer à dessiner. Donc, voilà, j'ai commencé à prendre une feuille, j'ai commencé à dessiner et très rapidement, mon style est apparu. Tu vois? Je me suis rendu compte que j'aimais, créer justement des vêtements avec ces diagonales, avec ces lignes, obliques, avec, ces dynamiques qui ressemblent, en réalité beaucoup à la peinture qui se trouve derrière moi. Et là, j'étais surpris. J'étais surpris, j'ai été, notamment très attiré par le noir, par, des couleurs sombres, par des choses qui étaient totalement, à l'opposé de ce que je pensais. Donc voilà, j'ai commencé à dessiner de plus en plus, j'ai commencé à coudre. Donc moi, je ne savais pas personnellement coudre, mais voilà, j'ai trouvé une couturière qui a commencé à me fabriquer des prototypes et de cette manière, j'ai commencé à matérialiser la chose, à voir le concret et là, je me suis dit: «Ça, c'est mon style. Ça, c'est le style Don Manivan». Voilà et ça me plaisait et là, j'ai eu un déclic.
J'ai eu un déclic parce que je me suis dit: «Si j'avais créé ce style», j'ai envie de dire, déconstructiviste, alors que c'est pas tout à fait du déconstructivisme, mais on va l'appeler de cette manière parce que je dirais que d'un point de vue formel, c'est ce qui ressemble le plus en tant que forme. Mais je refuse cette appellation déconstructiviste parce que je considère mon style beaucoup plus organique, à l'instar de Frank Lloyd Wright. Et là, je me suis dit: «Ah ça y est, j'ai trouvé mon style», et je me suis dit: «Qu'est-ce que ça donnerait en architecture?» Et c'est vraiment à ce moment-là, donc c'était en 2014, que je me suis dit qu'il fallait que je me lance à mon compte en tant qu'architecte parce que enfin j'avais trouvé mon style. Donc je me suis à ce moment-là, en 2014, inscrit, à l'ordre des architectes, j'étais motivé à créer mon agence qui s'appelait à ce moment-là ADA, à conquérir le monde, donc j'avais d'ailleurs continué à travailler avec cette couturière qui était aussi architecte, et on avait décidé en quelque sorte de travailler ensemble pour monter ce projet. Malheureusement, au bout de 2 années, on s'est rendu compte qu'on avait très peu de clients, et cela n'était pas tenable d'un point de vue financier. Et donc j'ai dû, au bout de 3 4 années, arrêter mon agence, ce qui, a été un échec et ce qui m'a fait justement très mal. Et c'est à partir de ce moment-là, après cet échec, dans, l'architecture, et pourtant en ayant trouvé mon style, que j'ai pris la décision de commencer la peinture. Parce que tous les problèmes que j'avais dans la mode, dans l'architecture, c'était essentiellement des problèmes de relations. C'était le fait de ne pas avoir, par exemple, de relations pour pouvoir avoir des marchés en architecture, de ne pas avoir, de relations dans la mode pour pouvoir, construire, on va dire, une marque solide avec, des investissements. Et donc, j'en avais un peu marre, tu vois? J'en avais vraiment marre, et je me suis dit: «Je vais me mettre en mode Van Gogh», et en faisant de la peinture, j'ai à rendre de compte à personne, absolument personne. Je suis libre, je suis indépendant, je suis maître, de l'œuvre d'art du début jusqu'à la fin, et je n'ai pas aussi de problème de budget. Bon, malgré tout, il y a un certain budget pour faire une toile, mais c'est, je dirais, ridicule par rapport au budget pour construire un édifice ou pour, construire une marque de mode solide. Et là, c'est là que j'ai commencé la peinture, mais cela n'a pas été aussi facile. C'est-à-dire que, transcrire mon style que j'avais trouvé dans la mode, que j'avais ensuite transposé en architecture, il m'a fallu un certain temps pour arriver à le transcrire en peinture. Donc aujourd'hui, je suis derrière un tableau qui vient d'être terminé, et je suis, assez confiant d'avoir réalisé cette, transition. Le problème que j'avais en peinture, c'était plus un problème technique. C'est-à-dire que j'avais, du mal au début, et ça c'est tout à fait normal, à transcrire, à trouver, la technique de peinture idéale pour pouvoir créer ce style. Et c'est vraiment, et là j'insiste sur cette, je dirais self education, c'est-à-dire, une introspection personnelle, cette volonté de ne regarder personne d'autre que soi-même. En peinture, je n'ai jamais regardé de vidéos, de tutoriels sur comment peindre.
Voilà, j'ai refusé. J'ai refusé ceci pour aussi trouver ma manière de peindre. Trouver, voilà, comment je peins à ma manière. Ça m'a pris un certain temps. Aujourd'hui, j'ai trouvé. Je peins notamment avec, tout simplement mes doigts. J'ai enlevé les pinceaux, je peins avec des lames, je peins avec, je dirais des truelles, je peins avec des choses totalement inédites. Je peins avec des gommes, mais c'est le matériel qui me correspond, que j'ai trouvé, voilà, en faisant des tests, en me disant que cela me correspondait mieux que ceci et cetera. Et au final, je pense que personne ne peint à ma manière, puisque, j'ai fait cet effort, cette volonté, et pour moi, c'est une histoire, d'attitude, de vouloir trouver mon école personnelle. C'est ce que j'appelle trouver son école personnelle. Donc cet effort, cette volonté de trouver son école personnelle, qui est justement, le, l'osmose entre l'identité et le style, ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de personnes ne vont pas le faire pour X raisons, pour beaucoup par, facilité, parce qu'en fait, trouver son style, trouver son identité personnelle, cela demande, du temps. Pour ma part, je dirais que c'est peut-être 10 années de ma vie. Donc ce temps, tu n'as pas forcément envie de le perdre. Tu n'as pas forcément envie de le consacrer. Il y a des gens, je pense à Van Gogh, je pense à Francis Bacon, je pense, à Frank Lloyd Wright, qui ont pris ce temps parce que, je pense que tout grand artiste est heureux quand il est en harmonie avec soi-même. Et je pense que une des fonctions de l'art, c'est simplement d'être soi-même. Je peins, je produis de l'art aujourd'hui, non pas pour, on va dire, devenir, un artiste incroyable, non pas pour la renommée et cetera. Ça, c'est, je dirais, une conséquence de ce que tu fais avant. Et ce que tu fais avant, c'est, tout simplement d'être un artiste, d'être un architecte, d'être un peintre, d'être un sculpteur, d'être un photographe. Sauf que, voilà, je le répète, mais être architecte est beaucoup plus difficile puisque, on dépend d'autres personnes, on dépend de clients et cetera. C'est beaucoup plus difficile. Mais, être peintre, je pense que c'est, pour moi, l'art primitif. Et si jamais cela vous intéresse, on en parlera dans un prochain podcast sur justement cette notion, de peinture, retour, à l'art primitif. Et donc la quête, du style, de l'identité, c'est quelque chose, qui peut faire souffrir, qui demande du temps, mais et donc là je reviens parce que je me suis perdu un peu dans ma parenthèse, mais qui est indispensable pour tous les artistes qui veulent être en harmonie avec soi-même. Je suis admiratif de Michel-Ange, parce que quand on voit ses œuvres qu'il a fait jeune, la Pietà, il l'a fait quand il était très jeune. Je me dis que ce génie, et donc il y a certaines personnes qui sont, des génies absolus, notamment les grands peintres, Michel-Ange, Raphaël ou, voilà, Botticelli, ils ont découvert leur style très tôt, un peu comme s'ils étaient nés avec. Et ça, moi, je suis très admiratif. Ce sont des gens qui, je pense, n'ont jamais été conditionnés, n'ont pas eu, on va dire, un grand maître pour leur mettre de l'ombre, et très rapidement, on voit que leur style apparaît tout de suite. Et quand on voit les œuvres de Michel-Ange, quand il est jeune ou à la fin de sa vie, il y a très peu de différence de style.
c'est pratiquement toujours le même style et c'est ça, je suis très admiratif. Je considère d'ailleurs Michel-Ange comme, le plus grand artiste de tous les temps. Donc c'est un débat, mais pour moi, c'est clairement le plus grand artiste de tous les temps parce que, tout d'abord, pour être, le plus grand artiste de tous les temps, il faut forcément, je dirais, être pluridisciplinaire. Il faut forcément, faire ses preuves dans différents domaines et Michel-Ange, il a fait ses preuves dans les 3 plus grands domaines de l'art, classique, de l'art traditionnel, la peinture, la sculpture et l'architecture et donc forcément c'est le plus grand artiste. Et donc on espère tous, nous en tant qu'architectes, peintres, sculpteurs, arriver un peu, je dirais à la cheville de Michel-Ange. Mais plus on produit et ça j'en reparlerai ultérieurement, plus on progresse et plus on se rend compte que, je dis pas que l'écart est monumental, mais que ce qui paraissait impossible l'est de moins en moins. C'est-à-dire qu'on peut atteindre, je pense, un très haut niveau, dans un domaine artistique parce que, on progresse, d'accord? Notamment en architecture, je pense que l'architecture, je reviens là-dessus parce que c'est ma formation, je pense que l'architecture est une des disciplines artistiques les plus difficiles et il est en effet très rare de voir des architectes, jeunes, on va dire, réussir. Très souvent, ils sont vieux. Je cite notamment Frank Lloyd Wright. Hier, je regardais un reportage, sur, Frank Lloyd Wright et je peux vous assurer que sa première maison n'était pas extraordinaire. Loin de là, quand j'ai vu la première maison de Frank Lloyd Wright, que je n'avais jamais vue dans une revue, je comprends mieux pourquoi, je la trouvais vraiment pas terrible. C'est une maison banale que, n'importe qui aurait pu faire et on voit que dans l'évolution de Frank Lloyd Wright, ses projets les plus aboutis, les plus extraordinaires pour moi, ce sont les projets qu'il a fait, à partir de 50 ans. C'est donc, à partir de 50 ans qu'il a commencé à faire, je dirais des chefs-d'œuvre. Ses plus belles maisons et celles que je préfère sont les maisons usoniennes. Il les a fait à l'âge de 70 ans, tu vois? Donc ça demande, une certaine maturité. On peut, aussi citer Louis Kahn, qui ne faisait pas des projets incroyables quand il était jeune et c'est vraiment à partir de 50 ans que, l'architecte, a fait des choses absolument incroyables. Alors ce n'est pas le cas de tous les architectes, hein. Giuseppe Terrani, aussi un très grand architecte italien, qui a notamment, réalisé la Casa del Faccio. Lui, il est mort à 36 ans, mais ses œuvres, il les a fait pendant, 6 années et c'est d'une, je dirais, d'une maturité extraordinaire. Donc il y a des génies comme ça et ça, on va en trouver en peinture. Des peintres comme Raphaël sont morts jeunes. Il y a pas mal de peintres qui sont morts quand même assez jeunes et qui ont eu je dirais cet éveil identitaire et stylistique très tôt. Et ça, on va retrouver aussi dans la musique. Les musiciens, trouvent très rapidement leur identité, leur style. Et pourquoi? Et j'en reviens toujours, à la même chose. En réalité, si nous étions, nés, on va dire, sans, conditionnement, sans, professeur, sans école, je pense que tout le monde trouverait son style très rapidement. Le grand problème de la société, c'est justement le conditionnement. Alors moi-même, ayant été enseignant en école d'architecture pendant, une dizaine d'années, je réfléchis, aussi à cette question de l'enseignement et pour ma part, je suis contre, l'enseignement général. Je suis contre,
l'enseignement général qui aujourd'hui, on va dire, justement enseigné dans les écoles d'architecture, dans les écoles d'art et cetera. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une école d'architecture, tu n'as pas droit à avoir un maître. Tu n'as pas de maître. Donc tu es dans une sorte de généralité. On te dit, «Il n'y a pas de maître dans cette école». Voilà, tu rentres dans l'école, à toi de trouver un peu ton style, mais comme il n'y a pas de maître, tu es dans le no man's land en réalité, tu vois? Et au final, je préfère l'ancien système, le système japonais. Quand j'étais, quand j'étais architecte, bon je le suis toujours, mais quand j'étais, je dirais professionnellement architecte, j'avais des stagiaires. Et un jour, lors d'un entretien avec un stagiaire me dit: «Voilà, j'aimerais bien travailler avec vous parce que j'aime beaucoup, votre manière de penser». Et il me dit clairement ceci, il me dit, «Je fais, parallèlement des études de japonais». Donc lui, son rêve, c'était justement de travailler au Japon. Et il me dit: «Je vais vous le dire clairement, j'aimerais que vous soyez mon maître et que je devienne votre disciple». Et bien, quand il m'a dit ça, là, je me suis dit: «Waouh, c'est rare d'entendre ce genre de discours» et j'ai beaucoup aimé et je l'ai accepté. Je lui ai dit: «OK, moi ça me plaît». Ça me plaît parce que, à l'instar, je dirais, des grands samouraïs, je suis passionné aussi par la culture japonaise, notamment cette culture de samouraï. Mais, je trouve que c'est une des plus belles manières d'enseignement. Parce que le disciple, en réalité, va choisir son maître. Et donc, à travers ce choix, il a déjà une idée de son style. Il sait déjà quelle orientation il va prendre. Et ça, c'est phénoménal. C'est un exemple de maturité. Aujourd'hui, je cherche à réapprendre l'architecture depuis quelques mois. Je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Et je me suis dit que si aujourd'hui, je devais choisir un maître, et je ne parle pas seulement dans le domaine architectural, je parle dans l'art. Parce que pour moi, un maître, on le choisit dans n'importe quelle discipline artistique. Eh bien, si aujourd'hui, je devais choisir un maître pour m'absorber, pour peut-être m'envahir complètement, mais au moins, j'apprendrais quelque chose de fort, eh bien, je choisirais Frank Lloyd Wright. Parce que je trouve que Frank Lloyd Wright, pour moi, c'est le plus grand architecte moderne. C'est le plus grand architecte moderne et c'est un architecte qui, si on prend le temps de l'étudier, rien qu'avec, l'étude de cet architecte, on comprend tout à l'architecture, mais aussi à l'art. Il y a tout. Pour moi, Frank Lloyd Wright, c'est une encyclopédie. C'est une leçon. Et quand je vois comment un autre architecte que j'admire, qui pour moi est le meilleur élève de Frank Lloyd Wright, même s'il n'a pas étudié avec Frank Lloyd Wright, mais je trouve que c'est, l'exemple parfait de quelqu'un qui a pris un maître, qui s'est inspiré du maître, mais qui a aussi, à travers le maître, trouvé son propre style. Paul Rudolph. Au départ, quand, j'ai découvert Paul Rudolph, au départ, pour te dire la vérité, dans un premier temps, j'étais plus fan de Paul Rudolph que Frank Lloyd Wright. J'admirais
Paul Rudolph parce que je trouvais son architecture, bizarre, mais extraordinairement en harmonie. Je me disais: «Il y a un truc incroyable dans son architecture». Tout de suite, on sent que ce gars, c'est un artiste. Il est au-dessus des autres. Il est, à un niveau, supérieur. Il est, il est pas au niveau de Michel-Ange, mais il est voilà, il est entre le bon architecte, le génie, et il est entre les 2, tu vois? Donc j'ai regardé beaucoup de de documents, de documentaires sur Paul Rudolph, d'interviews, j'ai lu des livres et cetera, et puis un jour je tombe sur, je ne sais plus si c'est une interview de Paul Rudolph, mais voilà, je tombe sur un moment où Paul Rudolph dit: «J'ai voulu être architecte le jour où j'ai visité la maison Rosenbaum de Frank Lloyd Wright». À ce moment-là, donc écoutez bien, à ce moment-là, j'admirais Frank Lloyd Wright, mais je n'étais pas un fan divin. Ce n'était pas mon dieu, Frank Lloyd Wright, à ce moment-là. Et là, ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué et je me suis dit: «Attends, je vais aller voir cette fameuse Rosenbaum House, la maison Rosenbaum, parce que là, j'aimerais comprendre». Et j'ai toujours fonctionné de cette manière, et pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre. C'est-à-dire, quand tu aimes un artiste, un architecte, essaye toujours de chercher ses maîtres, de chercher ses références, parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. J'ai fait la même chose avec la peinture, avec Francis Bacon, Velázquez, Rembrandt. Voilà, j'ai pris ces références et je suis allé voir moi-même avec mes propres yeux ces références. Donc je vais sur YouTube, je tape maison Rosenbaum et je regarde la maison. Je tombe sur une visite, donc une visite personnelle d'un particulier, donc qui va prendre sa petite caméra et qui va justement, me faire une visite comme si moi j'allais voir la maison Rosenbaum. Et là, je me suis dit: «Waouh!» Mais je n'ai là, j'ai eu un électrochoc. J'ai eu un électrochoc. Je me suis dit: «What the fuck?» Tu vois? Je me suis dit: «Waouh, waouh, waouh! Pourquoi je n'ai pas découvert ça plus tôt?» Tu vois? Je me suis dit ça. C'est un chef-d'œuvre. La Rosenbaum House, alors ce n'est pas la seule maison. Après, j'ai découvert toutes les autres maisons qui avaient le même style, justement le style de la maison usonienne. Et là, je me suis dit: «Ça, c'est la perfection». C'est la perfection artistique, architecturale, et moi-même, comme Paul Rudolph, là, j'ai eu un électrochoc. Tu vois? Là, je me suis dit: «J'ai envie de redevenir architecte. J'ai envie de refaire de l'architecture», parce que quand tu vois ça, ça te réveille. Et donc là, j'ai compris à ce moment-là Paul Rudolph, et ensuite quand je suis allé revoir les projets de Paul Rudolph, mais là, j'ai tout de suite compris comment Paul Rudolph avait pris Frank Lloyd Wright comme maître et comment lui, il l'avait réinterprété. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, la manière dont il a réinterprété justement, les décalages de toiture. Lui, il l'a exagéré, il en a fait, je dirais, sa signature, le décalage des plans. Il l'a exagéré en quelque sorte, mais c'est phénoménal, et il l'a fait, je dirais, d'une manière, vraiment à sa sauce, avec son propre style. Il a mélangé le style de Wright au sien et ça donne ce mélange, extraordinaire. Et donc au départ, j'aimais Paul Rudolph parce qu'on le qualifiait d'architecte brutaliste. Moi-même, j'étais très intéressé par, ce mouvement qui est, le brutalisme. J'ai moi-même fondé un mouvement, on va dire, nouveau qui s'appelle le néo-brutalisme.
Et Paul Rudolph, c'était pour moi un peu, une figure du brutalisme. Mais en fait, non, c'est faux. En fait, Paul Rudolph ne fait pas du brutalisme. Il fait de l'architecture néo-organique. Il continue le travail de Frank Lloyd Wright, qui est de l'architecture organique. Et je pourrais aussi développer ce sujet de l'architecture organique, mais l'architecture organique, telle que moi-même, je l'avais, on va dire, préconçue, ce n'est absolument pas de l'architecture, botanique. Absolument pas. Ça m'a pris, beaucoup de temps pour comprendre, en fait, que l'architecture organique, c'est tout simplement une architecture, divine. C'est, le travail que fait aussi Michel-Ange. C'est tout simplement un travail, de proportion, d'harmonie extraordinaire qui s'apparente à de l'organique et c'est de cette manière que l'appelle Frank Lloyd Wright. En fait, il veut appeler justement, moi, ce que j'appelle l'architecture divine. Lui, il l'appelle organique. Mais cela n'a absolument aucun rapport avec une architecture, végétale ou botanique, ce que je pensais. Alors, la seule chose qu'on peut, souligner par rapport à Frank Lloyd Wright, c'est pour cette raison que le terme organique n'est quand même pas à 100 faux, c'est qu'il va, travailler avec, cette idée du retour vers la nature. Heu, avec, justement, cette confrontation, cette compression très forte entre la terre et le ciel, qui va donner justement, ce côté, très dynamique, ce côté, je dirais, absolument fabuleux, magnifique de l'architecture de Frank Lloyd Wright, qui est, justement identitaire à Frank Lloyd Wright. C'est sa signature. La signature de Frank Lloyd Wright, c'est la compression entre la terre et le ciel. La terre s'élève, le ciel s'écrase et l'architecture, c'est un accident, organisé. C'est, voilà, c'est absolument, je dirais, magnifique. Si un jour vous avez l'occasion d'aller voir justement les maisons usoniennes de Frank Wright, je pense qu'il faut aller voir, et je parle pour tous les artistes, pour les architectes, pour les peintres, parce que je pense sincèrement que c'est une leçon d'art, une leçon d'art. Et je reviens un peu aussi à mon travail, mais quand on est, architecte, peintre, on a besoin de maîtres. On a besoin de ces maîtres parce qu'on a besoin d'aller plus loin. On a besoin de grandir. On a besoin de se confronter justement au maître. On a besoin aussi de lui donner un clin d'œil. Dans mes tableaux, par exemple, je dialogue avec ces maîtres. Il y a un clin d'œil à Francis Bacon, à Gerhard Richter, mais aussi à Frank Lloyd Wright. Ce clin d'œil, c'est justement, la composition architecturale. C'est, cette rencontre, entre toutes ces matières, et là, c'est la rencontre entre les couleurs qui se compressent et j'adore justement cette rencontre, dynamique, cette compression, optimale. Bon, c'est pour ça que tu comprends pourquoi je prends le sujet du podcast, étant, ayant un cerveau avec une arborescence, enfin, fonctionnant, comme je pense les très grands artistes, sous forme d'arborescence, on a tendance à prendre le tronc, aller dans une branche et aller dans d'autres branches et cetera et parfois on oublie le tronc. Donc moi, c'est ma manière de parler et le format du podcast en live est très bien parce que, je peux avoir une certaine liberté, je peux explorer des sujets, jusqu'à ce que j'en ai marre et oublier le tronc. Mais le tronc, on va y revenir, donc le style et l'identité. Donc pour revenir un peu au tronc, le tronc justement, le fameux tronc d'arbre organique, de Frank Lloyd Wright qui, chez Frank Lloyd Wright, c'est justement la cheminée. Le fait de trouver son style, son écriture, son école personnelle,
Et ça je reviens à quelque chose de spirituel maintenant et je vais terminer là-dessus. C'est, avant tout, trouver sa source. Alors je parle beaucoup du terme source. Trouver sa source, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce que j'appelle la source, c'est l'être 001, c'est l'être suprême, c'est l'être originel qui sommeille en nous. C'est l'être qui n'a pas été conditionné, c'est l'être, pur. Et donc, trouver son style, la clé, c'est justement de trouver sa source. Parce que quand on va trouver spirituellement sa source à l'intérieur de soi, celle qui est pure, celle qui n'a pas été conditionnée, que ce soit par la famille ou par la société, eh bien, naturellement, lorsqu'on va produire de l'art, on va être en harmonie avec son style. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Le Corbusier, enfin, c'est pas Le Corbusier, c'est Picasso qui disait qu'il essayait de peindre comme un enfant de 4 ans. Pourquoi? Parce qu'un enfant de 4 ans n'est pas encore conditionné. Donc il est encore vierge de tout conditionnement, que ce soit familial ou sociétal. Et lorsqu'il va dessiner son premier dessin, il va le faire d'une manière naturelle. Il va le faire avec son propre style. Donc il ne faut jamais oublier ses premiers dessins. Quand j'avais 4 ans, je pense que, mes premiers dessins étaient comme, ce tableau derrière, tu vois? Donc on va terminer là-dessus et on va terminer justement sur, cette conclusion. Trouvez votre style, trouvez votre identité, c'est trouver son école personnelle, c'est l'école qui est à l'intérieur de soi, c'est trouver sa source. Voilà, c'est mon premier podcast, désolé pour, l'introduction, très ha hasardeuse parce que, je découvre moi-même l'interface. Je pensais qu'on avait accès au chat sur l'interface. Malheureusement, on n'y a pas accès, donc je ne peux pas lire, vos commentaires. Je suis, désolé, à moins que je n'ai pas compris, tout. Mais, voilà, si jamais ce format vous plaît, ce que j'ai besoin pour comprendre si cela vous plaît, j'ai besoin de likes et de commentaires. Pourquoi? Parce que si je vois beaucoup de likes et de commentaires, je sais que c'est pas mal. Je sais que je peux continuer. Alors, sur cette chaîne, c'est une chaîne aussi expérimentale. J'expérimente des choses. Donc, j'ai essayé de faire des petites vidéos de 5 minutes, 15 minutes. Je vois que cela ne marche pas très bien. Il faut être franc. Donc, je me dis pourquoi, là, je me suis dit pourquoi je vais prendre la tête. Voilà, aujourd'hui, tu as un téléphone, tu as une connexion, tu peux faire un live. Je regarde le temps, on est à pratiquement 46 minutes. C'est quand même un live assez long. Mais finalement, je n'ai pas perdu de temps. Parce que là, c'est fini. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller monter le live sur mon ordinateur. Voilà, il est fini, il est consommé, il est partagé. Et pour moi, c'est génial. Et je pense que je vais continuer avec ce format si cela vous plaît. Donc, pour finir, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à aller voir mon nouveau site domonivan.com, mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, TikTok, etc. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo artistique dans l'art nous croyons.